réservé aux femmes et conduit par une femme plutôt qu'un autre, car je me sens plus en sécurité. Dans un pays où la sécurité des femmes est encore loin d'être assurée, associations et entreprises privées prennent le relais. Et face à des femmes déterminées, les hommes n'ont qu'à bien se tenir. Au Maroc, il faut en principe être majeur pour se marier, mais les juges peuvent accorder des dérogations. Chaque année, 30 000 familles les obtiennent pour leurs filles mineures qui ont 15, 13, parfois 12 ans. Cette tradition qui se maintient en zone rurale entretient le cycle de la pauvreté. Reportage de Jean-Marie Lemaire. Nous sommes à Zaouiat Sidi Hamza, village de 2000 habitants accrochés au pied de l'Atlas. Dans cette zone enclavée, on subsiste avec le minimum. En l'absence d'école élémentaire, la majorité des villageois est analphabète. Ici, 80% des jeunes filles se marient dès l'âge de 14 ans, voire 12. Pour faire bouger les mentalités, Najat Ikish et sa fondation sensibilisent depuis 4 ans les villageoises de la région. Outre l'apprentissage de l'écriture, l'échange et la discussion permettent de freiner l'abandon scolaire des jeunes filles et éviter le mariage précoce. Comme pour cette femme qui a renoncé à marier sa fille de 14 ans grâce au financement de sa scolarité par l'association. Il ne veut pas qu'il vive que sa fille vive ce qu'elle a vécu. Elle a toujours peur que sa fille quitte l'école à cause de la pauvreté, parce qu'ils vivent dans la pauvreté. Mais maintenant, elle est sûre qu'elle va terminer ses études. Loin des regards du village, Najat se rend discrètement à la rencontre de jeunes filles pour parler d'un moment tabou, leur expérience de la nuit de noces. Un souvenir souvent gravé comme un choc pour les adolescentes. C'est un traumatisme, c'est au fait un viol. Nous on le considère un viol. Parce que quelqu'un, même s'il a 20 ans, qui couche avec une fille de 10 ans, ou de 12 ans, ou de 13 ans, c'est un viol. À la violence de la nuit de noces s'ajoute parfois l'humiliation de la répudiation. C'est le cas pour Afida, mariée à 16 ans. Son époux l'a quittée 1 mois seulement après leur union. Et elle dit que je sens que ma vie n'a plus d'importance parce que je n'ai rien réussi. La loi marocaine interdit théoriquement depuis 2004 le mariage avant 18 ans, mais autorise les exceptions sur dérogation accordées par un juge. Le code de la famille, réformé il y a 10 ans, a permis de donner sur le papier plus de droits conjugaux aux femmes. Cette disposition pour les mariages de mineurs était censée protéger les jeunes filles des abus. Mais de nombreuses noces sont encore célébrées sans l'accord de la justice. L'éducation comme solution pour échapper au mariage précoce, c'est l'avis de cette sociologue. L'instruction permet pour ces jeunes filles de s'émanciper dans une société dominée par les valeurs traditionnelles. Que dans les régions les plus retirées du Maroc, les plus enclavées, il est toujours de coutume de marier une fille à partir de 16 ans. Les jeunes hommes ont toute leur liberté, y compris la liberté sexuelle, et les filles restent quand même, surtout en milieu rural, emprisonnées par les traditions. Et toute jeune fille qui ne s'est pas mariée précocement peut représenter une menace pour l'honneur de la famille. Une vie gâchée pour de nombreuses jeunes filles, privées trop tôt de l'insouciance de l'enfance, victimes du poids des traditions, à l'abri des regards. Dans le monde des affaires en France, les femmes sont encore sous-représentées. Pour y remédier, des investisseuses et créatrices d'entreprises ont créé des réseaux 100% féminins. Portrait de ces networking girls, signés Karina Chabour, Johan Baudin et Ben Barnier. À 27 ans, Prune a le cœur à l'ouvrage. Dans son atelier sous les toits, cette Parisienne confectionne des jupes avec un certain succès. Alors depuis le début, en mai 2012, j'en ai produit près de 2500 et aujourd'hui vendu plus de 2000. D'abord vendues à des copines, ces jupes s'exportent désormais en Europe et aux États-Unis. La clé de son succès, un savoir-faire, mais aussi un bon carnet d'adresses. Salut, tu vas bien? Ça va? Ses contacts, elle les doit en partie à Maude Fourier-Ruel. Cette femme d'affaires anime un réseau d'entrepreneurs particulièrement utile aux femmes. En général, les femmes sont plus timides, c'est ce que j'ai remarqué, et elles se sentent entourées dans le réseau. Du coup, elles échangent plus, elles se disent qu'elles vont trouver un soutien. Créé il y a 6 ans, le réseau compte aujourd'hui près de 1000 membres. Avoir des réponses à des questions pratiques, de savoir
Est-ce que si je change de statut, qu'est-ce que je vais rencontrer comme difficulté? Est-ce qu'il y a un photographe avec qui vous avez bossé qui est sympa et qui pourrait correspondre à mon univers? Partager ses expériences, mais aussi financer les bons projets. Agnès Fourcade en a fait sa spécialité. Très bien, hein, que d'excellents retours. Et ben voilà, c'est parfait. C'était très bien. Cette chef d'entreprise accomplie dirige le seul réseau français où les investisseurs sont des investisseuses. Avocates, ingénieures ou banquières, toutes en quête de bonnes affaires, mais pas seulement. Et la femme, à la limite, va penser d'abord à l'utilité de son investissement avant de penser à la plus-value. Ce qui n'est pas du tout naturel chez l'homme. C'est un peu le contraire. Un placement utile, c'est ce que promet Maya Eder. Avec son associé, elle cherche à lever les 13 000 € qu'il manque pour développer une application de gestion des dossiers médicaux. Le professionnel de santé en France, exerçant au libéral, il doit produire au minimum 4 documents obligatoires. Objectif, simplifier la vie des médecins et devenir numéro 1 des applications médicales en France. Un discours qui fait l'unanimité. C'est un projet qui va être ficelé rapidement, donc ça m'intéresse. Très professionnel, belle perspective. En 12 ans, sur les 80 projets retenus, 70 ont prospéré. Un taux exceptionnel, la preuve que ces investisseuses encore minoritaires prennent leur rôle très au sérieux. L'actualité des femmes dans le monde est à retrouver dans Courrier International. Notre partenaire de la presse propose cette semaine un article sur l'une des héroïnes de la mythique série Game of Thrones. Le personnage de Sansa suscite en effet de nombreux débats sur l'art de combiner la force et la féminité. Un article donc à retrouver dans Courrier International. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, YouTube et Twitter parce que Actuel, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. On y attend vos remarques et vos suggestions. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile. Après avoir enflammé Montréal, Madrid, New York, Londres et Melbourne, elle arrive enfin à Paris, l'exposition Jean-Paul Gaultier. Je suis ravi d'être avec vous. C'est une exposition où c'est pas Sois belle et tais-toi, hein. C'est une exposition où aussi on parle. Les hommes parlent, les femmes parlent. Tout le monde a le droit à la parole. Et le feu est en nous. Voilà. Feu avec des vêtements quand même souvent assez sexy. Hein. Ça j'aime bien quand même, le côté sexy. Voilà, un peu faire sauter les tabous. Enfin, on va essayer tout au moins. Initiée par le Musée des Beaux-Arts de Montréal en 2011, cette exposition multimédia est bien plus qu'un hommage ou une rétrospective. Elle explique avec brio comment, depuis les années 80, Jean-Paul Gaultier a bousculé avec humour nos vieux codes esthétiques établis et somme toute barbants. 39 ans de mode, ouais, ça passe très vite. Ça passe très vite et puis voilà, mais ça continue quand même. Hein. Mais là, c'est drôle. Ce qu'il y a de drôle, c'est quand on me demande si, par exemple, j'ai de la nostalgie en voyant tous ces modèles, en les revoyant. Non, pourquoi? Parce que d'une part, ça a été des bons moments et c'est toujours des bons moments. Et le fait que je les retravaille, je les représente d'une autre façon, donc c'est un nouveau travail. Donc j'ai pas le temps à la nostalgie. Pour Paris, vous avez rajouté quoi comme détail? C'est comment mon enfance, mon ours nana, l'enfance, avec ma famille, mon travail, mon certificat de travail chez Cardin, chez Patou et chez Estérel, et puis des photos d'amis, et puis les premiers vêtements. Une robe bleue, par exemple, que portait une de mes amies, Haïtiz, qui était black et avait comme une espèce de coiffe, une capuche tenue aux mains, et elle a fait un défilé, un concours comme meilleur mannequin, et elle avait cette robe, et en tournant, elle dévoilait, elle enlevait cette capuche, c'est le premier modèle qui est là en bleu, et elle révélait sa somptueuse poitrine, et du coup elle a gagné, alors c'est grâce à sa poitrine. Hein. Mais alors déjà un mannequin noir, c'est-à-dire pour vous, la beauté c'est pas une fille blanche qui correspond des canons. Ouais, au contraire, elle est multiple, elle n'est pas unique, la beauté est multiple et toujours renouvelée, elle est multiple, elle est diverse, elle est métissée, voilà, je ne sais pas ce que c'est qu'une seule type de beauté, au contraire, j'en vois plein. Et tout le monde peut les voir, il suffit de regarder et de regarder d'une certaine façon, sans les a priori, sans les codes. Audacieux mais respectueux, insolent et modeste, Jean-Paul Gaultier est le type même de l'artiste rétif à toute forme de domination.
À Paris, les gens sont assez à regarder comme vous êtes habillé, à vous critiquer, etc. Alors qu'à Londres, c'est tellement différent. À Londres, je me souviens de mes coups de foudre avec les punks dans les années 70, vers les 78 et tout. J'allais à Londres et j'étais complètement bluffé et je me disais, au moins là, ils s'expriment par leurs vêtements. Parce que c'est vrai qu'avec le vêtement, on peut s'exprimer. Donc les punks m'ont énormément influencé. Les punks, mais également les dandys, les parisiennes, tout comme sa grand-mère, sa famille, son enfance à Arcueil en banlieue parisienne. Cet héritage lui a permis de rendre hommage à toutes les cultures. L'Espagne, la Chine, l'Afrique, les rabbins chics et les matières classées X. Rien n'échappe aux traits aimables de cet humaniste créatif. Et toutes de rêver qu'il les pare. Bette Ditto, Kylie Minogue, Mylène Farmer. Les gens veulent collaborer avec lui pour être gaultierisés d'une certaine façon. Donc les gens font appel à lui. Par exemple, Madonna avait fait appel à lui parce qu'elle aimait bien son jeu du masculin-féminin, aussi l'idée du corset comme vêtement de dessus, vraiment l'idée de donner du pouvoir à la femme, que le vêtement qui peut être considéré sexy comme un sous-vêtement peut devenir un objet de pouvoir pour donner du pouvoir à la femme. Mettre en scène l'évolution des mœurs. Au travers de tirages photographiques exceptionnels. Pierre et Gilles, Peter Lindbergh, Hélène von Unwerth, Stephen Klein, David Lachapelle et autres Mondino, Testino ou Good. Le style Gaultier pousse à la réflexion, à envisager les choses sous un autre point de vue. La mode masculine par exemple. Pourquoi ne pas attirer le regard? Les hommes n'ont pas toujours porté des complets cravates. Pourquoi pas les belles étoffes, les coupes longues, les volants, les corsets, les jupes? Pendant des siècles, les vêtements portés par des hommes étaient aussi riches et variés que ceux des femmes. Pourquoi pas aujourd'hui? Les samouraïs, les princes de la Renaissance, du XVIIIe siècle, les dandys. Les vêtements n'ont pas de sexe. Les hommes aussi ont droit à la haute couture. Enfin, ose, exprime-toi. Jean-Paul Gaultier est un paradoxe vivant, passant sans heurts du masculin au féminin, du grand classique à l'infiniment excentrique, fouillant son passé pour créer notre présent. Ce que je crois, c'est que maintenant on est à une période de chaos où il est nécessaire de remettre en question plein de choses, je crois. Non, parce que toute mode n'est pas un fantasme, mais c'est une réalité, c'est à partir de ce qui se passe qu'arrivent les nouvelles modes, les nouveaux modes de vie. C'est en regardant Petit, Falbala, le film de Jacques Becker, que Gaultier a compris qu'habiller quelqu'un, c'est l'encourager à vivre autrement. Et c'est en répondant à des centaines d'interviews qu'il a compris qu'il n'avait pas besoin de psy. Je me souviens quand j'étais petit à l'école, une fois, il y a l'institutrice qui était passée derrière moi et qui me parlait. Je sais que ça m'avait fait un effet, j'étais tout chose. Les voix, c'est important. Quelquefois même, les voix et les paroles peuvent me donner des idées pour mes vêtements. Plus d'1,5 million de visiteurs ont déjà, de par le monde, partagé l'univers de ce monument historique vivant, cette grande fierté nationale qu'est Jean-Paul Gaultier. Au Grand Palais jusqu'au début du mois d'août, l'exposition traversera ensuite l'Allemagne avant de filer vers le firmament.